Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de ce journal. Ce soir, nous recevons Nicolas Rupert, directeur adjoint de Matisse. Bonjour Nicolas Rupert. Bonsoir. Et Elaziz Amidou, secrétaire général de FO Mayotte. Bonjour. Bonsoir. Mais d'abord, voici les titres. Un chauffeur de bus scolaire a été agressé par un élève ce matin à Longoni. L'entreprise Matisse et les syndicats des transports font appel aux élus pour réagir face à la recrudescence des agressions. Et puis c'est bientôt l'arrêt définitif du syndicat mixte d'aménagement de Mayotte, SMIAM. Que vont devenir les salariés après sa dissolution prévue le 1er mai 2015 ? Et puis pour finir, 80 millions de fonds publics, dont 60 millions de fonds européens pour le développement de l'agriculture mahoraise pour la période de 2015 à 2020. Nous vous le disions en titre, une nouvelle agression a secoué la société de transport scolaire Matisse ce matin. Alors qu'il était stationné à l'arrêt de ramassage d'Akoua entre 5h et 5h30, un chauffeur a reçu un coup de couteau au niveau de la jambe. L'auteur présumé des faits est un collégien qui emprunte ce bus tous les jours. La victime a immédiatement porté plainte à la gendarmerie de Mtsamboro et accuse aujourd'hui une interruption temporaire de travail de 3 jours. Ce soir, le responsable présumé a été identifié par les forces de l'ordre, mais n'a toujours pas été interpellé. Cette agression vient encore une fois renforcer le climat d'insécurité dont souffrent les salariés de Matisse depuis plusieurs mois. Mais cette fois, la violence est montée d'un cran. Il s'agit de la première agression à l'arme blanche perpétrée contre un employé de Matisse. Suite à cette agression, les chauffeurs et la direction de Matisse se sont réunis ce matin au dépôt de l'entreprise à Longoni. L'objectif étant de trouver des solutions pour mettre fin aux violences. Le syndicat FO Transport et les dirigeants de Matisse en appellent aujourd'hui au préfet et au président du conseil général. Un reportage de Camille Leca, Abbas Alidi et Fred Souleymana. Vous êtes les victimes, ok. Ne sombrez pas dans le mauvais côté à devenir des agresseurs. Vous n'êtes pas des mauvais gars. Les mauvais, ce sont ceux qui vous frappent. C'est pas vous. Trop, c'est trop. Pour la deuxième fois en moins de 4 mois, un chauffeur de bus scolaire s'est fait agresser à l'arme blanche pendant l'exercice de ses fonctions. Le 19 novembre dernier, les employés de Matisse avaient exercé leur droit de retrait, mais ils se rendent compte aujourd'hui que cela ne suffit pas. Nous avons tous entamé depuis de longues années des droits de retrait, mais les solutions apportées n'étaient pas efficaces pour nous, pour les salariés. Toujours l'agression, et l'agression se présente toujours sur nos lignes et nos réseaux. Donc aujourd'hui, vu l'agression de ce matin à quoi qui est monté à une autre cran, un cran V. Donc pour nous, c'est inadmissible et inacceptable. Réunis au siège de Matisse à Longoni, salariés et direction ont ouvert les débats pour tenter de trouver une issue à cette escalade de violence qui met en péril la sécurité au quotidien. Mais pour eux, les solutions dépassent leurs compétences et dépendent désormais des représentants de l'État et des élus. Matisse va prendre contact avec les autorités compétentes à ce niveau-là, c'est-à-dire la préfecture, le conseil général. Il va y avoir des réunions qui vont être menées pour trouver des solutions à ce problème d'insécurité qui est récurrent sur le réseau. Durant cette semaine, il y aura pas mal de réunions qui vont s'enchaîner, je pense, et suite à ces réunions, il y aura des décisions qui vont être prises. Un préavis de grève illimité a été déposé dans l'après-midi par le syndicat FO Transport. Les chauffeurs de bus scolaires descendront donc dans la rue lundi 23 février. D'ici là, plusieurs rencontres sont fixées entre direction, syndicats et représentants du conseil général et de la préfecture. Nicolas Rupert, nous venons de voir que vous faites appel à la préfecture. Qu'attendez-vous concrètement ?
Alors nous avons rendez-vous avec le directeur de cabinet de la préfecture après-demain à 15h afin de trouver des solutions viables et pérennes pour sécuriser tout simplement l'ensemble des salariés qui exercent sur le réseau de transport à l'eau ainsi que les élèves. Vous faites appel aussi au Conseil général? Exact. Le Conseil général est autorité organisatrice du transport à Mayotte. Donc le réseau de transport scolaire à l'eau appartient au Conseil général. Donc nous faisons appel bien entendu à eux afin de trouver ensemble, le mot ensemble est très important, une solution. Et vous, El Aziz Hamidou, nous constatons que justement il y a vraiment un problème d'insécurité qui touche Mayotte actuellement. Est-ce que ce problème touche tous les corps d'activité? Écoutez, il faut voir qu'à Mayotte, le problème d'insécurité, il est ambiant. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Et moi, pour ma part, je constate qu'il n'y a pas une réelle volonté politique de s'en sortir. Donc il va falloir qu'on se réveille, que tout le monde se réveille, aussi bien l'État, le département, tous les acteurs concernés doivent se réveiller et se dire que c'est une urgence sociale. Si on ne fait rien aujourd'hui, c'est qu'on va se retrouver dans des situations catastrophiques. Et vous, en tant que représentant syndical, quelles sont les solutions à apporter concrètement? Écoutez, vous savez, dans les départements, les autres départements, ça ne se passe pas comme ça. Quand il y a des jeunes qui font des bêtises et qui sont violents, il y a la justice qui se charge de les placer dans des structures d'accueil pour ainsi les sociabiliser. Et est-ce qu'à Mayotte, ces structures-là existent? Moi, je dis non. Ces structures-là n'existent pas. Et qu'est-ce qu'il faudrait comme structure, justement, pour endiguer ce problème? Écoutez, ces structures-là, ça demande beaucoup de moyens. Ces moyens-là, les politiques publiques doivent les mettre à disposition des Mahorais. On constate que là, dans les autres départements, on met beaucoup de moyens pour lutter contre la délinquance juvénile. À Mayotte, on ne fait rien, strictement rien du tout. Donc ça, moi, en tant que responsable d'organisation syndicale, je m'insurge contre ce comportement-là des politiques publiques. On doit se charger de ce problématique-là. C'est grave que dans un département comme Mayotte, on puisse dire que c'est une fatalité. Ce n'est pas une fatalité d'être dans cette situation-là. On peut s'en sortir avec un minimum de volonté politique. Et ils vous ont entendu, toujours sur le sujet d'insécurité à Mayotte, les violences faites aux personnes, au personnel hospitalier qui se multiplie à Mayotte depuis quelques semaines. Le dernier en date, un infirmier qui s'est fait lyncher il y a une semaine par 4 individus armés de matraques. Cette situation provoque de nombreux départs au sein du personnel du CHM. Le désert médical est devenu une réalité. Les représentants syndicaux réclament des mesures immédiates. Nous regardons tout de suite un reportage et puis nous allons réagir directement avec les invités. Depuis quelques semaines au CHM, l'ambiance est plutôt tendue. Plusieurs membres du personnel ont été victimes d'agressions, certaines perpétrées aux abords même de l'hôpital. Un phénomène inquiétant qui entraîne de nombreux départs prématurés. En pleine crise d'activité et alors que la santé à Mayotte accuse un déficit criant de moyens humains, ces derniers événements ne font que noircir le tableau. J'ai été alpagué par 4 jeunes hommes qui ont décidé de me racketter. Et comme je me suis défendu, j'ai été agressé à plusieurs reprises à coups de tournevis et à coups de pierre. 5 employés au CHM auraient déjà manifesté leur volonté de partir. L'infirmier agressé chez lui à Passamainti il y a une semaine aurait lui déjà rendu sa démission et quitté le territoire. Des départs graves selon le syndicat des praticiens hospitaliers qui tirent la sonnette d'alarme car la situation pourrait aussi dissuader d'autres professionnels de santé de s'installer sur le territoire. Il y a des départs, cet infirmier va partir, il y en a d'autres qui sont partis déjà, il y en a qui ne viennent pas parce qu'en plus sur Internet circulent des informations maintenant sur l'insécurité à Mayotte qui n'existaient pas avant. Donc aujourd'hui, des gens se renseignent précisément sur la sécurité dans le travail, la sécurité chez soi, la sécurité dans les lycées et les collèges. C'est pas non plus toujours facile.
Face à ce ras-le-bol généralisé, la direction du CHM indique qu'elle réfléchit à de nouvelles mesures de protection pour ses employés. Une marche citoyenne contre l'insécurité à laquelle des élus de l'île devront prendre part est déjà fixée pour le samedi 28 février prochain. Et Lanziz Amidou, nous venons de voir un infirmier qui refuse de témoigner à visage découvert. Cette ambiance justement d'insécurité, est-ce qu'elle empiète sur l'attractivité de Mayotte? Écoutez, vous savez que nous, on est une organisation syndicale libre et indépendante. Et on s'est tout le temps insurgé contre la politique du gouvernement, la politique d'austérité. Le gouvernement essaie de faire des économies sur des choses qui sont très utiles pour la population. Le service public. Vous savez qu'à Mayotte, on n'a pas de service public digne de ce nom. On n'a pas des bureaux de poste. On n'a pas les hôpitaux dignes de ce nom. On n'a pas les dispensaires. On a un désert médical. On a tout ça. Pourquoi tout cela? Donc la population de Mayotte aujourd'hui se pose la question. Est-ce que le gouvernement met assez de moyens pour assurer le service public à Mayotte? Moi, je dis non, parce que le service public n'est pas du tout assuré à Mayotte. Le service public, c'est de pouvoir se rendre à l'hôpital, de pouvoir se rendre chez le docteur, c'est de pouvoir se rendre à un bureau de poste. Ça, aujourd'hui, parce qu'il y a une politique d'austérité, parce que le gouvernement veut faire des économies, il y a des hôpitaux qui ferment, il y a des réductions ici, il y a tout ça. Donc ça, moi, mon organisation syndicale s'insurge contre ce genre de politique. Nous demandons à ce qu'il y ait un meilleur service public ici à Mayotte, parce que les Mahorais, eux, ils ont besoin de ce service public-là. Parce que les Mahorais, ce sont des citoyens français. Ils ont droit à cette protection, à cette solidarité nationale. Parce qu'il faut le dire, que la République, elle est une et indivisible. On ne peut pas laisser les Mahorais dans cet état-là de dénuement complètement. On ne peut pas les laisser comme ça, dans les problèmes que vous voyez aujourd'hui. Ça relève aussi bien de l'État que du département. Et je le répéterai toujours, s'il y a une volonté politique de s'en sortir, je crois qu'on s'en sortira. Parce que dans les autres départements, ça s'est fait et ça a marché. Pourquoi Mayotte, ça ne marchera pas? On a rencontré Abdou Maoulida, représentant du syndicat des médecins à Mayotte. Je voulais savoir, est-ce que vous allez participer à cette marche républicaine qui est prévue le 28 février prochain? Et est-ce qu'elle est nécessaire actuellement? Bien entendu, c'est nécessaire de faire ces marches pacifiques. Nous, l'Union départementale, on a fait des marches pacifiques pour la solidarité. Ça, c'est nécessaire parce que quand on réclame le service public, quand on réclame des choses pour le bien-être, le confort de vie de la population, il faut aider. Il faut participer. Nous, en tant qu'organisation syndicale, nous participons bien naturellement à ces genres de manifestations parce que c'est nécessaire de faire ces manifestations-là pour organiser et construire le rapport de force nécessaire pour arriver à un résultat. Nécessaire, Nicolas Rupert, vous semblez vouloir réagir justement à ce sujet-là, à cette insécurité qui semble vraiment s'installer à Mayotte? Alors malheureusement, l'insécurité s'installe maintenant de façon durable à Mayotte. Nous constatons de manière assez récurrente sur le réseau de transport scolaire notamment des agressions, qu'elles soient verbales ou physiques. Cette agression de ce matin passe maintenant un cap, c'est-à-dire qu'auparavant les jeunes menaçaient des conducteurs avec des armes blanches. Aujourd'hui, un jeune a porté un coup avec une arme blanche. Donc un cap est passé. Une fois que ce cap est passé, aujourd'hui, il n'y a plus de limite à cette violence. Je pense que les limites ont été franchies. Je pense qu'elles ont été franchies et qu'il faut derrière qu'on trouve des solutions pérennes de manière à trouver le calme sur un réseau de transport qui, au final, n'a qu'une finalité, c'est emmener les enfants à l'école. Ces jeunes-là devraient peut-être un peu plus réfléchir aux conséquences de leurs actes. Frapper avec un couteau un conducteur de transport scolaire, bien entendu, ça a des répercussions, ça relève du pénal, hein, donc je ne suis pas sûr que tous les enfants empruntant le réseau de transport scolaire soient conscients qu'ils risquent gros
en agressant de telle manière des chauffeurs qui sont sur un service public. Et que faudrait-il faire justement pour sécuriser ces chauffeurs ? Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, beaucoup de choses qui ont été faites. Nous avons fait de la formation auprès de notre personnel afin de pouvoir appréhender un peu mieux les difficultés du terrain. Nous avons sur le terrain 84 médiateurs qui sont là justement pour veiller à ce que les choses se passent pour le mieux sur le réseau. Nous avons une équipe de 8 médiateurs qui sont au quotidien 6 heures par jour dans les établissements à former des élèves, à les initier au réseau de transport scolaire, aux bonnes pratiques, au respect du personnel. Donc beaucoup de choses sont faites. Maintenant, je pense qu'il faut passer un cap. Le cap de la violence a été franchi. Il faut qu'également la réponse soit adéquate et que la réponse soit adaptée à ce cap de violence franchi. Nous allons parler justement des jeunes. De plus en plus de Mahorais déchantent une fois rentrés sur l'île après être passés sur la case métropole. Alors qu'ils espéraient un meilleur avenir ici, ils se retrouvent confrontés à la dure réalité de l'île, à savoir le manque de travail. Beaucoup sont découragés, comme Atoumani, qui, avec son BTS électrotechnique, n'a toujours pas décroché de contrat. Assigna Moussa et Leslie Viminé l'ont rencontré. Après avoir déposé une trentaine de CV dans plusieurs entreprises, Atoumani commence à perdre espoir. Originaire de Pasqueli, ce jeune homme de 27 ans est rentré à Mayotte en août 2014, BTS électronique en poche. Mais malgré ses qualifications, il ne parvient pas à trouver du travail. Alors, l'idée de repartir en métropole le taraude. J'aimerais bien rester parce que c'est ici que je suis né. Je suis parti pour les études et revenir pour bosser, mais je me rends compte que c'est pas aussi facile que ça de revenir chez soi et de trouver un travail. Et donc, pour ma part, je préfère partir. Au moins, je peux concrétiser mes projets. Atoumani fait partie de ces Mahorais qui pensaient revenir à Mayotte pour construire leur avenir avec un travail stable et durable. Malheureusement, la situation est plus difficile qu'il le pensait. Son cousin, lui, qui était déjà reparti en métropole il y a quelques mois, a pu trouver du travail grâce aux bouche à oreille. Les réseaux, ça sert beaucoup. Mais le problème, c'est qu'il faut donner la chance à tout le monde. Le cas de mon cousin qui arrive, on connaît ses compétences, il peut bosser. Mais voilà, quand tu postules, eux, même s'ils voient ton CV que c'est bon, ils ont quand même déjà quelqu'un à côté à qui ils ont réservé le poste. Donc toi, même si on te propose un entretien, mais la chance d'être pris est minime. À Mayotte, le taux de chômage des 15-30 ans s'élevait en 2012 à 55%, alors qu'en métropole, il n'est que 20% pour la même tranche d'âge. Dans ce contexte, difficile donc de donner des perspectives aux jeunes diplômés rentrés sur l'île. Des jeunes qui sont pourtant indispensables pour le développement économique. Monsieur Nicolas Rupert, je voulais vous demander, ça vous touche ce genre de situation, vous en tant que directeur d'entreprise, qu'est-ce qu'il faut faire justement pour aider ces jeunes ? Alors bien entendu, ce genre de situation me touche. Je pense notamment au conducteur qui a été sauvagement agressé ce matin, que j'ai reçu dans mon bureau quelques heures après, qui a fait preuve d'un courage qui est vraiment remarquable, parce qu'il a souhaité être présent au dépôt avec les collègues pour apporter aux collègues son propre témoignage, sa version des faits. Bien entendu que je suis touché par cela. J'ai été pendant quelques années responsable d'exploitation, donc j'ai été sur le terrain aux côtés des conducteurs, donc je sais très bien les difficultés qu'ils ont sur le terrain. Et je sais que le transport scolaire à Mayotte est un métier très difficile, où certains conducteurs, on l'a vu, prennent des risques pour pouvoir emmener décemment des élèves à l'école. Donc ce qu'on pourrait faire, malheureusement j'ai bien l'impression que l'exercice commence à toucher à son but. La société Matisse reste une société privée. Nous avons fait ce que nous pouvions. Nous allons encore essayer de chercher des pistes, de trouver des pistes d'amélioration. Cependant, il faut bien entendu qu'on soit aidé, parce que seul, on ne pourra jamais rien faire. Et c'est bien pour cela qu'une réunion
sera tenu après-demain avec la préfecture et l'autorité organisatrice, donc le transport scolaire, le conseil général, de manière à trouver des solutions concertées. Seuls, nous ne pourrons jamais rien faire. Et le problème, il est encore là. Elanziz Amidou, je voulais vous demander, qu'est-ce qu'il faut faire justement pour endiguer ce chômage des jeunes surtout, qui concerne plus les jeunes? Mais écoutez, vous avez vu, vous connaissez l'île de la Réunion? Bien sûr, l'île Bourbon. Oui, chaque année, il y a des grands travaux. Vous savez pourquoi? C'est pour relancer l'économie, c'est pour créer des emplois, pour essayer d'embaucher ces jeunes-là. Vous dites que nous ne créons pas assez d'emplois ici à Mayotte, contrairement à la Réunion? Aucun grand travaux n'est en chantier. On avait espéré avoir le chantier de l'aéroport, l'allongement de la piste aérienne. Vous le connaissez. Ce dossier-là, il a été mis à la poubelle. Ce dossier-là n'existe plus. Donc il n'y a aucun grand chantier ici à Mayotte. Rien ne se fait à Mayotte. Aucun projet. Et vous vous lamentez aujourd'hui que ces jeunes-là, ils auront quoi? Tant qu'on ne relance pas l'économie par des grands travaux, on ne pourra pas donner des emplois à ces jeunes-là. Il faut relancer l'économie ici à Mayotte. Il faut lancer des grands travaux. Il y a beaucoup de pistes pour réfléchir. Il y a le désenclavement de Kawini, contournement de Kawini. Il y a des voies, des axes de transport et tout ça. Les routes, il n'y en a pas à Mayotte. Il n'y a pas de rocade. Il n'y a pas de pont pour relier, pour désenclaver la petite terre. Il n'y a rien à Mayotte. Là, je le redirai encore, il n'y a aucune volonté à développer l'île de Mayotte. Et justement, actuellement, est-ce qu'il y a des secteurs d'activité qui embauchent pour justement aider ces jeunes qui sont en difficulté, malgré les diplômes? Mais comment voulez-vous embaucher quand vous êtes un entrepreneur et que vous n'avez pas de marché public, quand vous n'avez pas d'offre de marché? Dites-moi comment faire. Il faut créer les travaux, il faut créer des marchés pour que les entreprises s'accaparent de ces marchés-là pour pouvoir embaucher. Et ici à Mayotte, on ne sait pas faire ça, je ne sais pas pourquoi. Donc il faut relancer l'économie par des grands travaux. Il n'y a que ça qui marche. À l'île Bourbon, ils en sont à ça. Malgré ça, il y a toujours le chômage des jeunes. À Mayotte, on n'a rien du tout. Eh bien, on n'aura aucun résultat. C'est comme ça, c'est logique. Merci Elanziz Amidou d'avoir réagi à toutes ces actualités sur Mayotte. Nous voulons vous remercier aussi d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci à vous aussi Nicolas Rupert qui représente aujourd'hui l'entreprise Matisse. Merci. Donc voilà, nous vous reverrons peut-être prochainement pour parler encore de cette insécurité qui justement fait qu'il y a aussi des mouvements qui sont organisés plus tard, vers le 28 février notamment, et vous aussi, vous voulez manifester. Donc on en reparlera peut-être une prochaine fois. Merci. La dissolution du syndicat mixte d'aménagement de Mayotte, le SMIAM, est prévue pour le 1er mai 2015. Monsieur Seymour Morsi, le préfet de Mayotte, avait annoncé que les derniers chantiers en cours devaient être achevés avant sa liquidation officielle. Mais que vont devenir les salariés? Pour la direction, la priorité aujourd'hui est de trouver des solutions de reclassement pour la cinquantaine de personnes concernées. Plus d'explications avec Shakila Issouf et Fred Soulaimana. D'ici la fin du mois, la direction du SMIAM va devoir se prononcer sur l'avenir de ses agents. Ils devraient normalement être affectés dans divers services des collectivités territoriales. Et si la fin du syndicat est actée depuis plusieurs semaines, le personnel accuse encore le coup. C'est avec beaucoup de tristesse et d'amertume que les agents quitteront leur poste. awajelwa tsondrenda wa wenyewe bomka mtshindi no hambia vankam wamisina ta demarche naifanya siketi tu vani va sugogia tu mamera na mazefu warambia nakakula tongo wamisina ta tume prepare vani. Au bout de 23 ans de service, Marie, souffrant d'handicap, craint de devoir partir en retraite anticipée. Elle pense avoir peu de chances d'être reclassée. Après avoir mené plusieurs réunions avec les maires des 17 communes et les représentants du Conseil général, Idayama Fidou, présidente du SMIAM, apporte aujourd'hui des précisions sur la procédure de reclassement. Un tableau récapitulatif des profils a été présenté. Il aidera à mieux orienter les agents en fonction de leurs compétences.
on ne peut pas mettre des fonctionnaires comme ça du jour au lendemain dehors. Contrairement à ce que j'ai vu dans les journaux récemment, on ne peut pas les mettre comme ça dehors. Alors, comme j'ai expliqué tout à l'heure, les collectivités membres sont obligées de les récupérer. Nous savons qu'ils n'ont pas réagi depuis le temps. Pourquoi? Parce que c'est tout à fait normal. Il faut les comprendre. Ce sont des collectivités qui ont des difficultés, qui ont quand même des surcharges au niveau de leur charge du personnel. Donc, aller rajouter encore quelques agents qui ne correspondraient peut-être pas à ce qu'ils souhaiteraient avoir. Le SMIAM compte aujourd'hui 57 agents, dont 2 contractuels qui ont été licenciés, 2 départs à la retraite et 1 agent qui est déjà en poste à la mairie de Mtsamboro. Il reste donc 52 agents à reclasser. Aujourd'hui, les discussions se poursuivent avec pour objectif de permettre à ce personnel de continuer d'exercer leur métier et de mettre à profit leurs compétences. Les dépôts de candidatures aux élections cantonales, c'est fini depuis aujourd'hui 18 h. Un tirage au sort est maintenant effectué pour déterminer l'ordre d'affichage sur les panneaux des différentes communes. Aujourd'hui, aucun retardataire n'est venu se présenter à la préfecture. En tout, ce sont 63 candidats qui se présentent pour décrocher un siège de conseiller départemental. Reportage Shakila Issouf et Leslie Viméné. Les candidats aux élections départementales n'ont pas attendu le dernier moment. Dès les premiers jours d'ouverture des inscriptions, 40 d'entre eux avaient déjà déposé leur dossier en préfecture. Aujourd'hui, jour de clôture, les candidats viennent juste récupérer leur récépissé d'inscription et ils sont fin prêts à battre la campagne électorale. Nous sommes les derniers à nous lancer sur la course, donc nous avons déposé notre candidature la semaine dernière et aujourd'hui, enfin, nous avons le récépissé. Donc c'est une bonne chose. Ce qui dit qu'aujourd'hui, nous pouvons nous lancer sur la bataille. Oui, là, aujourd'hui, on est venu les récépissés définitifs. On s'est inscrit depuis la semaine dernière. Donc, avec 4 jours, on est passé pour le récupérer aujourd'hui. Là, sur le terrain, le travail nous attend sur le terrain. Les cérémonies d'investiture des candidats ont eu lieu. Les différents candidats, qu'ils soient issus d'un parti ou sans étiquette, vont donc maintenant se rendre sur le terrain pour convaincre les électeurs. Comme chaque année, passé la date limite de dépôt de candidature, la liste des aspirants élus est définitive. Et avec le temps, les services de la préfecture ont noté que les démarches d'inscription sont mieux connues et donc plus simples pour les Mahorais. L'ensemble des candidats ont pris leur disposition suffisamment à l'avance pour avoir le temps de les déposer la semaine dernière tranquillement pour qu'on ait le temps de vérifier, c'est ce qu'on leur avait demandé. Donc je pense qu'ils ont bien respecté les consignes, ce qui fait que je vous dis, aujourd'hui nous n'avons pas eu de dépôt de candidature et nous allons procéder à 18 h 30 ce soir au tirage au sort pour déterminer l'ordre pour les panneaux d'affichage dans les différentes communes. Les binômes doivent être constitués d'une femme et d'un homme. Et pour certains groupes, ça n'a pas été facile de respecter cette parité. Ce soir, les comptes sont faits et les dés sont jetés pour 63 candidates femmes et 63 candidats hommes. Il est temps maintenant de regarder l'actualité de Mayotte en bref. Après l'opération Escargot menée par les auto-écoles de Lille ce vendredi, le préfet de Mayotte, Seymour Morsi, a reçu 4 représentants de la profession. La discussion était évidemment centrée sur l'application de la loi Macron. Écoutés par le préfet, les moniteurs auraient également saisi les parlementaires. Pour rappel, la loi Macron prévoit l'évaluation à distance des élèves, mais aussi la fin d'un seuil minimum de formation. Gare à la leptospirose, cette maladie bactérienne serait très active en cette saison de pluie. Elle se contracte par le contact de rongeurs. En 2014, 104 personnes ont été touchées par cette maladie. La leptospirose peut être une maladie mortelle si elle n'est pas traitée à temps. Alors l'Agence régionale de santé communique aujourd'hui sur des mesures simples de prévention, comme par exemple éviter d'être en chaussures ouvertes sur des sols boueux et d'effectuer dans les maisons des opérations de dératisation.
L'alcoolisme fait de plus en plus de ravages à Mayotte. Le député européen Younous Omarji a lancé un appel à la Commission européenne pour une nouvelle stratégie de lutte contre l'alcoolisme. Dans tous les pays européens, la consommation excessive d'alcool touche plus de 60% des jeunes en Europe. Et les Outre-mer sont en première ligne, d'où la nécessité de mettre en place des mesures d'urgence. Rappelons que depuis décembre, un arrêté préfectoral encadre la vente d'alcool sur le territoire afin de limiter cette consommation abusive. C'est une bonne nouvelle pour l'agriculture mahoraise. Le programme de développement rural de Mayotte a été approuvé vendredi dernier par la Commission européenne. 80 millions d'euros de fonds publics vont être débloqués d'ici 2020 pour la Chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte. Ces fonds sont salvateurs pour le développement à long terme et du secteur agricole. Explication Camille Leca. 20 millions d'euros de l'État et du Conseil général, plus 60 millions d'euros issus du Fonds européen pour l'agriculture et le développement rural. Les sommes sont conséquentes. Elles seront mises à profit du développement agricole mahorais pendant 5 ans. Une nouvelle très bien accueillie par le président de la CAPAM. C'est un outil qui va nous servir pour développer notre territoire. Vous savez, Mayotte est à 90% rural. Donc, compte tenu du niveau de nos infrastructures rurales, c'est une occasion pour développer notre territoire. Amélioration de l'approvisionnement alimentaire de l'île en produits locaux, renforcement de l'innovation et du développement des compétences dans l'agriculture, promotion de l'inclusion sociale et amélioration des conditions de vie en zone rurale, préservation et valorisation des ressources et des milieux naturels terrestres, voici les priorités du programme de développement rural de Mayotte. Si ces mesures vont dans le bon sens pour Mousseline Payet, il faut aussi penser aux infrastructures agricoles. Quand on voit le niveau de nos infrastructures collectives, je vais parler des pistes, l'hydraulique, l'électricité, donc ça c'est la priorité. On ne peut pas développer Mayotte avec l'absence d'infrastructures rurales complètement comme ça. Donc c'est une occasion. Avec ces moyens-là, le PDR, ça c'est l'occasion de développer ces infrastructures. La préfecture a déjà annoncé que les premières subventions seront allouées au soutien à l'investissement des exploitations agricoles ainsi qu'à l'élaboration de plans de gestion forestière. Et ça vient de tomber, un chauffeur de Kaweni a été bousculé par un groupe de jeunes. Ces jeunes-là ont été interpellés par la police. Donc du coup, cette situation d'insécurité semble toujours s'accroître, notamment sur tout le territoire. Et c'est la fin de ce journal. Je vous dis bonne soirée et puis retrouvez la météo tout de suite avec Ornella Perrine. Quant à vous, Nam Kwahir.